Au dîner, dernière étape, mobilisation exceptionnelle. Le président Alassane Ouattara vient ainsi d'achever ce jour sa visite d'État dans le Folon et le Kabadougou. Au total, 7 départements, 7 meetings où le chef de l'État a exprimé sa joie d'être en famille. De Djenné, rendons-nous à Yamoussoukro où le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a présidé la 14e réunion du comité ministériel du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest. 16 pays présents à ce rendez-vous. L'actualité, c'est aussi la célébration de la Pentecôte. L'événement marque la venue de l'Esprit Saint sur les apôtres et la naissance de l'Église. Le point de la célébration à Saint-Albert-le-Grand de Cocody dans quelques instants. Bonjour et bonne fête de Pentecôte à tous. La fête de Pentecôte, on en parlera, mais sachez que votre magazine du dimanche va faire le bilan de la 3e conférence des ambassadeurs. L'événement a eu lieu du 23 avril au 27 avril dernier. Pour en parler, nous recevons ce dimanche l'ambassadeur Claude Becquet, secrétaire général du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères et président du comité d'organisation de ces assises. Bonjour, Excellence. Bonjour, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dans une trentaine de minutes, nous échangerons avec vous, mais avant, disons que c'est la Pentecôte. La Pentecôte, 50 jours après Pâques, célèbre la venue de l'Esprit Saint promis par Jésus-Christ et répandu sur les apôtres. La Pentecôte survient 50 jours après Pâques, nous dit Grace Kando. L'événement de la Pentecôte ne peut être compris qu'en lien avec Pâques et l'Ascension. Mort pour le salut du monde le vendredi saint, ressuscité le jour de Pâques et parti rejoindre le Père à l'Ascension, le Christ envoie aux hommes son esprit à la Pentecôte. C'est pourquoi cette fête clôt le temps pascal et dont elle est le couronnement, indique le curé de la paroisse Saint-Albert-le-Grand. L'esprit nous est donné, mais d'une autre façon. Mais cet esprit est le même que nous recevons et cet esprit nous permet, nous aussi, de nous ouvrir aux autres, de changer de comportement, de changer de vie, d'avoir un esprit de charité, d'unité, de réconciliation, de pardon, d'amour, de paix, de patience, etc. C'est cet ensemble-là qui nous est donné de vivre aujourd'hui. Les chrétiens célèbrent donc la fête de la Pentecôte qui commémore le don du Saint-Esprit aux apôtres. C'est une fête qui est vraiment grandiose parce que c'est la présence, on veut dire, c'est la descente de l'Esprit Saint. Avec tous ces moments de souffrance que nous avons vécus. Et puis le Christ est venu pour nous sauver de toutes nos difficultés. Quand Jésus est venu, il nous a dit, je vous baptise de l'eau. Mais celui qui viendra après moi, il est encore plus grand parce que c'est le feu qui va descendre sur vous, c'est l'Esprit Saint qui va descendre sur vous. Nous sommes là pour recevoir l'Esprit Saint, montrer que nous sommes contents, nous aimons Dieu. Comme les apôtres, les chrétiens sont appelés à ne pas rester seulement entre eux, mais au contraire à proclamer clairement et librement la bonne nouvelle de l'Évangile. Mais avant, disons qu'avant justement son dernier rendez-vous à Odienné aujourd'hui, le chef de l'État a animé 2 meetings, 2 grands meetings hier à Madinani et à Séguelon devant une population mobilisée. Le président Alassane Ouattara a d'abord indiqué qu'il est venu dans ces 2 régions pour une visite de famille et de reconnaissance. Il a rappelé son ambition de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent en parlant de l'alliance RHDP. Et ce dimanche, dernier meeting du chef de l'État au Djenné, au total 7 départements visités, 7 meetings où la population a accueilli le président dans la ferveur. Le chef de l'État a exprimé son bonheur d'être avec les siens, également des dons sur place. Le président a fait le point depuis son arrivée mercredi jusqu'à ce dimanche. Pour lui, c'était un moment d'émotion de revenir chez lui à Djenné. Il a parlé développement, réconciliation et paix. Le chef de l'État a fait le point des actions et annoncé d'autres bonnes nouvelles. Il a parlé de ses ambitions extraites. De grandes ambitions pour le Denguélé, mais pour l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Oui, pour toutes les régions de Côte d'Ivoire. Mon ambition, c'est de faire de la Côte d'Ivoire un pays moderne, un pays émergent. Et les excellentes performances de notre économie ont été possibles et ont été reconnues grâce à la paix. Oui, au retour de la sécurité et au rassemblement des enfants du président Félix Houphouët-Boigny au sein du RHDP. Et à cet égard, je voudrais féliciter les ministres Ahmed Bakayoko et Paul Kofi Kofi, la sécurité et de la défense, pour l'excellent travail qu'ils font pour renforcer la sécurité dans notre pays.
et féliciter les forces de défense et de sécurité pour leur engagement, leur loyauté. La Côte d'Ivoire est maintenant un pays en paix, un pays en sécurité, et c'est grâce à cela et à la bonne politique du gouvernement que la confiance est revenue. Sans confiance, il ne peut pas y avoir d'investissement. Donc la Côte d'Ivoire continuera dans cette voie. Et je voudrais vous dire que cette paix a également été possible grâce à l'alliance entre les enfants de Félix Houphouët-Boigny. Oui, cela est un gage de stabilité pour notre pays et je voudrais ici, devant mes parents maternels, exprimer à nouveau ma gratitude à mon aîné, le président Henri Konan Bédié, pour l'appel de Daoukro. Oui, cher aîné, merci. Merci pour ta décision. Merci pour ton amour pour la Côte d'Ivoire, pour la stabilité de notre beau pays. J'associe à ces remerciements tous les partis du RHDP qui m'ont investi le samedi 25 avril dernier comme le seul candidat de tous ces partis à l'élection présidentielle du 25 octobre prochain. Au moment où la Côte d'Ivoire se prépare à organiser des élections, en octobre prochain, je voudrais également vous demander, chers parents, de continuer vos prières pour que la paix continue de régner sur notre beau pays. Oui, la paix. La paix, la paix. Nous avons besoin de la paix dans notre beau pays. Et pour que, je voudrais vous demander également de renforcer vos prières pour que ces élections d'octobre 2015 se déroulent de manière apaisée. Oui, qu'il y ait un apaisement des cœurs et des actes des uns et des autres. En ce qui me concerne, je tiens à réaffirmer mon engagement et celui du gouvernement à organiser des élections équitables, transparentes et inclusives. C'était un extrait du discours du chef de l'État depuis Odiéné, le dernier meeting du président qui met fin à sa visite d'État de 5 jours dans le district du Denguélé. D'Odiéné, rendons-nous à Yamoussoukro pour parler de la 14e réunion du comité ministériel du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, GIABA. L'on retient de cette rencontre présidée par le Premier ministre Daniel Comblan-Nkem que les 16 pays membres du GIABA ont décidé de mettre en commun leurs forces pour lutter efficacement contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. On fait le point avec Jean-Jacques Kwame-Ala. Une trentaine de ministres de l'économie, de la justice et de la sécurité des 16 pays membres du GIABA, groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, a pris part à cette 14e réunion du comité ministériel. Occasion pour le directeur général du GIABA, Adama Coulibaly, de dresser le bilan des actions de cette institution. 7 748 personnes ont été formées dans les 16 pays du GIABA. 13 468 déclarés suspects enregistrés et au plan international, 7 CENTIF, cellules de traitement d'informations financières, ont intégré le groupe Edmond, fait tiers des CENTIF au plan international. À côté de ces bons points, Adama Coulibaly a annoncé de nouvelles actions pour combattre le phénomène de blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Procéder à la révision et au renforcement des cadres juridiques régionaux et nationaux au regard des nouvelles recommandations du GAFI qui datent de février 2012 pour pouvoir respecter le chronogramme du second cycle des évaluations mutuelles tel qu'adopté par la 13e réunion ministérielle du GIABA en mai 2014 à Niamey. Action concrète qui repose sur une stratégie régionale de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le constat, précise le Premier ministre Daniel Comblan-Nkem, est que la plus grande difficulté de cette action régionale réside dans l'adoption des textes législatifs et réglementaires. Il a pris l'exemple de l'UEMOA. Cette réforme rendrait conforme au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme de ces pays pour plus d'un tiers aux recommandations du GAFI. Il est donc impérieux que nos pays effectuent, avec le concours du GIABA et du GAFI et des partenaires au développement, les mutations indispensables à une lutte efficace contre le blanchiment
des capitaux et le financement du terrorisme. Les échanges d'informations sur le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent vont se poursuivre, ont souligné le président du comité ministériel et les ministres de l'économie et de la justice de Côte d'Ivoire. L'objectif est d'endiguer les effets dévastateurs de cette catégorie d'infractions qu'on appelle aujourd'hui crimes économiques. Demain, démarrage des assises de la BAD à Abidjan. Si un candidat arrive à honorer les règles d'élection du président de la BAD, les assises d'Abidjan connaîtront le successeur de Donald Kaberuka. C'est que le groupe de la BAD élit son président suivant une disposition qui n'admet pas de dérogation. Éclairage avec Adama Kone. L'événement n'a lieu que tous les 5 ans. Les 50e assemblées annuelles de la Banque africaine de développement BAD, couplées à son 50e anniversaire, seront marquées en effet par le changement de capitaine du bateau BAD. L'institution a son mode de désignation de président. Le processus électoral qui est jugé comme étant un des processus les plus démocratiques dans nos institutions. Il y aura plusieurs tours, évidemment. Et puis on retiendra donc celui qui aura eu la double majorité. Il faut savoir que la Banque africaine de développement, le président est élu à la double majorité. Il faut avoir la majorité en termes de pouvoir de vote, pas en termes de nombre de votants, mais en termes de pouvoir de vote, il faut avoir la majorité des voix des pays membres régionaux, qui sont les pays africains. Il faut additionner à cela la majorité de l'ensemble des actionnaires, y compris les pays membres régionaux. Donc c'est une double majorité. Et la procédure peut être bien longue. La dernière fois, avec le président Kaberuka, ça n'a pas été évident. Le président a été élu après les assemblées annuelles, puisque aux assemblées annuelles, aucun candidat n'avait obtenu la double majorité. On espère qu'à Abidjan, on aura la double majorité assez rapidement. 8 candidats frappent à la porte de la présidence de la BAD. C'est le 28 mai, 3 jours après le démarrage des travaux, que la course au plus haut fauteuil de la plus grande institution bancaire africaine sera lancée. Dans le domaine de l'agriculture, le manioc est l'une des plus importantes sources alimentaires en Côte d'Ivoire. Des milliers de tonnes produits chaque année, mais souvent 35% de la production annuelle sont jetées parce que mal conservées. Pour faire face à cette situation, les experts du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest ont mis en place des techniques de conservation du manioc. Ces innovations ont été présentées récemment au monde agricole à Abidjan. Commentaire à Mississoko. Les techniques traditionnelles de conservation du manioc frais, notamment le stockage dans l'eau et en terre, ont un impact sur sa durée de vie. Quand on fait ça sur place, ça ne se gâte pas. C'est quand ça dure, ça fait 3 jours, 1 semaine, ça se gâte. On perd beaucoup. La Côte d'Ivoire produit en moyenne plus de 2 millions de tonnes de manioc par an. Selon les chercheurs, une grande partie de cette production est jetée, environ 35%. Face à ces pertes énormes, le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, WAP, a sollicité le laboratoire de biochimie alimentaire et de technologie des produits tropicaux de l'université Nangu Ambrogois pour la mise en place de meilleures techniques de conservation du manioc frais. Le premier procédé consiste d'abord à récolter les maniocs sans les blesser et ensuite à les plonger dans une bassine d'eau chaude à une température de 65 degrés pendant 15 secondes et à les retirer immédiatement. Ça s'appelle le blanchiment. Après le blanchiment, vous pouvez donc conserver vos racines dans des silophoses, c'est-à-dire creuser des trous, mettre le manioc et refermer. Ou bien dans des caisses en bois avec la sciure de bois. Ces deux méthodes permettent de conserver le manioc pendant 1 mois. Lors de cet atelier de restitution des résultats, les producteurs de manioc ont été instruits sur les pratiques de récolte et post-récolte, souvent à la base du brunissement du manioc. C'était un reportage de Kone Pagasoro. La conférence annuelle de l'Alliance bordelaise, la principale plateforme de dialogue public-privé de haut niveau et de plaidoyer, a eu lieu ici à Abidjan. Cette conférence a été créée par l'Alliance pour réunir les différentes parties prenantes autour de thématiques liées à la facilitation du commerce et des transports pour une meilleure intégration économique de l'Afrique de l'Ouest. À l'issue de cette rencontre, les participants ont fait de nombreuses recommandations. Reportage Emmanuel Niamien.
Ils sont des dizaines de représentants d'entreprises et d'organisations professionnelles de premier plan du secteur privé, intervenant dans les domaines du transport, du commerce et de la logistique, des représentants des communautés économiques régionales, des gouvernements et des partenaires de la région qui se sont retrouvés ici à Abidjan. Il s'est agi au cours de cette 4e conférence annuelle de l'Alliance bordelaise qui a eu pour thème commerce régional et sécurité alimentaire, de plancher sur les voies et moyens capables de faciliter la libre circulation des personnes et des marchandises dans l'espace CEDEAO. Nous avons identifié surtout les opportunités et les différentes entraves à la circulation des marchandises d'un pays à un autre. À certaines barrières non tarifaires, il y a des barrières tarifaires qui persistent malgré les différents protocoles de la CEDEAO et de l'UEMOA. Malheureusement, certains pays qui ne reconnaissent pas les certificats sanitaires et phytosanitaires émis par des administrations d'autres pays. Cette difficulté entrave le développement de la sous-région malgré ses énormes potentialités pouvant garantir sa sécurité alimentaire. Une réalité que ne nie pas la CEDEAO qui entend trouver les mécanismes pour y remédier. Il faut reconnaître que tout n'est pas rose, il y a quelques difficultés, ça et là. Il y aura une sensibilisation politique au plus haut niveau pour que les administrations des différents pays puissent appliquer à la lettre les recommandations, n'est-ce pas, les règlements au niveau national. À l'issue de cette rencontre, les participants ont fait de nombreuses recommandations. Il est donc prévu une rencontre avec la commission de la CEDEAO et de l'UEMOA afin de faciliter la mise en œuvre des recommandations. La 5e conférence annuelle de l'Alliance bordelaise se tiendra à Cotonou, la capitale du Bénin. Parlons cohésion sociale. Le directeur général du Programme national de cohésion sociale, le professeur Mariétou Koné et la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire, Aïchatou Mendaoudou, se sont rencontrés. Objectif, présenter le PNCS, ses attributions et sa mission, mais aussi bénéficier de l'expertise de l'ONUCI dans le processus d'indemnisation des victimes de la crise post-électorale. Koné Pagassoro pour plus de détails. Le Programme national de cohésion sociale, PNCS, s'est vu attribuer une nouvelle mission, celle de l'indemnisation des victimes de la crise. En vue de mener à bien cette nouvelle mission et de bénéficier de l'expertise de l'ONUCI en matière d'indemnisation des victimes des crises post-électorales, mais aussi en justice transitionnelle, le premier responsable du Programme national de cohésion sociale, le professeur Mariétou Koné, a rencontré la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire, Aïchatou Mendaoudou. Vous savez, la question de la réparation de préjudice subis par les victimes en Côte d'Ivoire, c'est une question qui doit être prise de façon consensuelle, disons gérée de façon consensuelle. Il faut que tout le monde, y compris les associations de victimes, se mettent ensemble avec les partenaires, les ministères techniques, tous les Ivoiriens, pour définir des critères, pour définir un mode opératoire consensuel. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Pour le professeur Mariétou Koné, directeur général du Programme national de cohésion sociale, sa structure travaille dans le but de faire adopter un mode opératoire consensuel, participatif et inclusif en vue de l'harmonisation des listes des victimes des différentes crises en Côte d'Ivoire. Un travail qui, selon elle, doit bénéficier du soutien des structures de l'État, des partenaires techniques et financiers et des victimes elles-mêmes. Un mot d'éducation avec la 13e édition du concours Miss Mathématiques qui a eu lieu à Abidjan et Yamoussoukro. 376 candidates sélectionnées dans 113 établissements de la Côte d'Ivoire sont en lice. À Abidjan, c'est le lycée Sainte-Marie qui a abrité ce concours et à Yamoussoukro, c'est le lycée Mami Adjoa. Ce concours concerne les élèves de la classe de 3e et de terminale de la série C à Mississoko. 283 candidates en classe de 3e et 93 de la terminale C sont en lice pour la 13e édition du concours Miss Mathématiques. 2 centres ont été retenus pour ce concours, le lycée Sainte-Marie d'Abidjan et le lycée Mami Adjoa de Yamoussoukro. Le concours Miss Mathématiques a été initié en 2000 pour stimuler le goût des mathématiques et des sciences chez les filles et les motiver à s'orienter vers les filières scientifiques et technologiques. Nous sommes heureux de voir revenir Kourougou, surtout Odiéré et Man. Et même il y a des établissements dans le sud qui n'ont jamais participé à ce concours et qui participent pour la première fois comme Maferi. Donc c'est la grande satisfaction à retenir de ce concours-là. Donc,
Disons que maintenant, l'objectif premier qui courait depuis 2000 est en train d'être atteint. Ces candidates sélectionnées dans 113 établissements publics et privés du pays sont les meilleures de ces écoles. Pour la classe de 3e, il faut être âgé au plus de 16 ans et avoir 14 de moyenne sur 20 en mathématiques. En terminale C, avoir au maximum 19 ans avec une moyenne de 10. Les épreuves étaient abordables et j'espère bien être la Miss Mathématiques cette année. Les épreuves sont abordables et il y a d'autres qui sont un peu difficiles. Les résultats du concours Miss Mathématiques seront connus à la fin du mois de juillet. 6 filles seront retenues, 3 en classe de 3e et 3 en terminale C. Le concours Miss Mathématiques permettant de découvrir et d'encourager de jeunes talents susceptibles de se mettre au service du pays, les lauréates recevront donc des bourses d'études présentielles pour la France, les États-Unis et le Canada. L'année scolaire 2014-2015 qui s'achève donc est marquée par les examens de fin d'année qui débutent le mardi avec l'entrée en 6e. Afin de mieux appréhender ce moment, élèves, acteurs de l'éducation nationale et plateformes de confession religieuse organisent la 5e édition de la journée nationale pour l'école ivoirienne. Cette journée est placée sous le thème « Agir ensemble pour des examens de qualité et une école performante ». Christelle Nda et Emma Niamien. Le mérite et le goût du travail bien fait célébré dans la direction régionale de l'éducation nationale de Treichville. À travers cette initiative, les responsables de l'éducation nationale de Treichville, en collaboration avec l'ONG Amba Children, entendent promouvoir l'excellence à l'école et susciter également la saine émulation au sein des élèves. Pour cette cérémonie, les 5 meilleurs élèves des classes de CM2 de Treichville, les meilleurs enseignants des différents établissements scolaires de la commune ont été primés. Le corps enseignant, c'est un corps qui est vraiment ingrat. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit quelqu'un qui a réussi dans sa vie, quand on lui demande, on voit tout de suite celui qu'il a eu à l'université. On oublie celui qui lui a inculqué ses bases intellectuelles là, depuis l'école primaire. C'est pourquoi aujourd'hui, on a été pris par cette envie de venir primer ces différents enseignants. Le maire de la commune de Treichville, par ailleurs ministre des Sports, François Michéa, s'est félicité pour cette initiative. Pour lui, l'excellence et la saine émulation doivent être promues afin de susciter chez tous les élèves le goût du travail bien fait. Chers enfants, je sais pouvoir compter sur vous pour faire toujours mieux, pour obtenir de bons résultats, pour être parmi les meilleurs élèves d'ici d'Abidjan et pourquoi pas de la Côte d'Ivoire. Outre les meilleurs élèves et les enseignants primés, les meilleurs sportifs, les vainqueurs des Jeux Génie en herbe et les vainqueurs du concours culinaire ont également été récompensés. Au chapitre médias, le réseau des femmes journalistes et professionnelles de la communication de Côte d'Ivoire a fait signer à plusieurs organisations de professionnels des médias, de la société civile et aux représentants de l'UNESCO en Côte d'Ivoire la charte ivoirienne sur la représentativité des femmes dans les médias et leur place dans les institutions médiatiques. Cette charte a pour objectif de lutter pour un meilleur traitement de l'image de la femme dans les médias. Emma Niamien. Ils sont 21 signataires de la charte ivoirienne sur la représentativité des femmes dans les médias et leur place dans les institutions médiatiques. Cette charte a pour but de promouvoir les droits des femmes, de lutter pour un meilleur traitement de leur image et leur forte représentativité dans les médias. Désormais, dans les médias, les journalistes puissent avoir le réflexe genre. Quand on produit un contenu, se soucier que les femmes sont prises en compte. Dans le contenu, se soucier que les points de vue des femmes ont été pris en compte et avoir le réflexe d'aller consulter des expertises féminines. On ne le fait pas souvent. Faute de 4 chapitres et 14 articles, la naissance de cette charte est le fruit d'un long processus de monitoring d'une bonne partie de la presse ivoirienne initiée par le réseau des femmes journalistes et professionnelles de la communication de Côte d'Ivoire, REF-JPCI. Et pour la réalisation de cette charte, le REF-JPCI a bénéficié du soutien de l'UNESCO et de l'Institut Panos Afrique de l'Ouest. La femme n'est pas assez valorisée. Sur une enquête qui a été menée l'année dernière, par exemple, dans Le Monde, on a constaté que dans les interviews sur les chaînes internationales, 89% des personnes interviewées sur des sujets importants et qui touchent au développement socio-économique des pays sont des hommes, contre seulement 19% pour des femmes. Il faut permettre que les femmes exercent leurs droits, renforcent leurs droits et puissent s'exprimer.
Le REF JPCI entend mener de nombreuses actions de sensibilisation et des conférences afin d'engager les acteurs du secteur médiatique à appliquer la charte ivoirienne sur la représentativité des femmes dans les médias et leur place dans les institutions médiatiques. Les signataires de cette charte sont issus des associations de professionnels des médias, des entreprises éditrices de journaux, des organes de presse, des institutions nationales et internationales, de la société civile et des ONG. En littérature, la nouvelle édition Balafon, maison chargée de faire la promotion des œuvres des écrivains-auteurs, a organisé une cérémonie de dédicace des ouvrages de 6 grandes icônes de littérature ivoirienne. Objectif, promouvoir la littérature africaine, en particulier celle de la Côte d'Ivoire. Frédéric Louaye et Herman Niamien. Ils sont au nombre de 6 auteurs qui incarnent les valeurs de la société africaine à travers leurs ouvrages. Bassori Timité, avec son œuvre Une offrande à la rivière, Wera Liking, Palais chanté, Aseipo Owo, Côte d'Ivoire, quand la puissance éducative, Kouakou François, Fraternité et secret initiatique dans la tradition africaine, Seri Baï, Sur les traces de mon père, et Yacouba Konaté, Esprit Vou, Es-tu là? La dédicace de ces ouvrages a eu lieu en présence des membres de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas ASCAD. Occasion pour ces gardiens des temples du savoir de lancer un appel à la culture des valeurs éducatives et fraternelles. C'est sur le savoir que le développement repose. Donc c'est ça le dénominateur commun. C'est pour cela qu'il faut être assez éclectique, c'est-à-dire ne pas exclure d'autres types de pensées. Les exposés qui ont été faits ont montré que ce soit la peinture, le théâtre, une autobiographie ou des contes ou des récits, comment construire au fond la fraternité. Pour les nouvelles éditions Balafon, une satisfaction pour la maison de promouvoir les valeurs culturelles ivoiriennes. Nous répondons d'une certaine façon à l'interpellation d'Ampateba qui disait qu'en Afrique, lorsqu'un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Nous voulons que désormais, aucun savoir ne soit perdu. Amadou Koulibaly, parrain de cette cérémonie de dédicace, a rendu un hommage aux auteurs et a salué la qualité du contenu des écrits. Pour lui, la société africaine a besoin de boussoles pour concilier le modernisme et la culture, et la jeunesse devra s'en inspirer. Autre sujet, le 57e pèlerinage militaire international de Lourdes en France a eu lieu du 15 au 17 mai dernier. Cette rencontre a réuni 43 pays venus de tous les continents, dont la Côte d'Ivoire. Qu'as-tu fait à ton frère était le thème retenu pour cette édition. Grace Kando, notre envoyé spécial à Lourdes. La Sainte Vierge Marie est apparue 18 fois à Sainte-Bernadette en Sibirous, à Lourdes au sud-ouest de la France. Cette commune est devenue un lieu de pèlerinage qui accueille de nombreux pèlerins, dont les militaires du monde entier. Cette année, pour la 57e édition du pèlerinage militaire international, ce sont 43 pays venus des 4 coins du monde qui y ont participé. La Côte d'Ivoire était représentée avec une délégation de 67 pèlerins. Le pèlerinage militaire sert à consolider les liens armée-nation, indépendamment même des militaires, les civils qui sont sur le sanctuaire. Donc, dans l'optique de vouloir consolider les liens armée-nation, pour moi, le pèlerinage militaire y participe activement. Nous sommes des hommes de guerre, mais nous sommes aussi des hommes de paix. Si la guerre naît dans l'esprit des hommes, c'est par les hommes aussi qu'on peut consolider la paix. Oui, pour nous, l'intérêt, c'est de pouvoir se retrouver entre militaires du monde entier. Les intentions au niveau de la prière, c'est surtout la protection dans les missions par rapport aux dangers de nos métiers, la protection de nos frères d'armes, la protection de nos familles. Vraiment, l'intérêt est vraiment grand parce que c'est un pèlerinage qui nous donne beaucoup de bénédictions et qui nous fait grandir, quoi. Ça nous ouvre l'esprit. Cette année, le thème retenu pour la 57e édition est « Qu'as-tu fait de ton frère ?» Plusieurs temps forts ont marqué l'ouverture de cette rencontre internationale, notamment la lecture du mot du pape qui exhorte les militaires à l'amour du prochain et à exercer leur mission en respectant l'éthique et la déontologie de leur métier, et le défilé des différents pays représentés.
Place maintenant au magazine du dimanche et nous sommes, comme annoncé, avec l'ambassadeur Claude Beké-Dassis, secrétaire général du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, pour faire le bilan de la 3e conférence des ambassadeurs. Merci, Excellence, d'être venu sur notre plateau. Je vous en prie. Avant d'échanger avec vous, nous allons suivre cet élément de Sita Soro qui fait le point de la 3e conférence des ambassadeurs. Regardez. Définir une stratégie et des actions destinées à rendre l'outil diplomatique plus performant en vue de permettre à la diplomatie de jouer pleinement son rôle dans le développement économique de la Côte d'Ivoire, c'est le thème retenu au cours de la 3e conférence des ambassadeurs ivoiriens qui s'est tenue à Abidjan du 23 au 27 avril 2015. Cette conférence a défini de nouvelles orientations à la politique étrangère de la Côte d'Ivoire à la lumière de l'évolution ainsi que des enjeux et défis politiques, géostratégiques et sécuritaires des relations internationales. Au terme de ces travaux, plusieurs recommandations ont été faites par les ambassadeurs ivoiriens, notamment la position de la Côte d'Ivoire sur l'homosexualité, la révision de la carte diplomatique pour l'adapter aux réalités du nouvel ordre mondial et aux ambitions du gouvernement ivoirien. Ils ont également souhaité la matérialisation des frontières terrestres et maritimes avec certains pays frontaliers. Et pour lutter contre le terrorisme, les diplomates ivoiriens ont proposé la formation avec le concours de pays amis des unités spéciales au sein des forces de défense et de sécurité. Rappelons que cette 3e conférence des ambassadeurs de Côte d'Ivoire vient après celle de 1976 et 2002. Excellence, avant de décortiquer le reportage de Sita Soro, pourquoi d'abord une conférence des ambassadeurs? Alors merci madame. Avant de répondre à votre question, vous me permettrez, au nom du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de vous remercier, à travers vous, remercier la télévision ivoirienne de l'occasion qu'elle nous offre pour faire le point de cette importante conférence. Je voudrais également saisir l'occasion de cette tribune, toujours au nom du ministre d'État et au nom de l'ensemble des ambassadeurs de Côte d'Ivoire, remercier le président de la République pour non seulement avoir décidé de la tenue de cette conférence, mais de l'avoir présidée personnellement et de l'avoir fait se tenir au palais présidentiel, conférant ainsi tout l'éclat et la solennité à cet événement. Excellence, on revient à ma question. Pourquoi une conférence des ambassadeurs? Alors une conférence des ambassadeurs, c'est une pratique en vigueur dans beaucoup de pays, occasion qui permet aux chefs d'État de convoquer sur le territoire tous les ambassadeurs qui sont en mission à l'étranger. Et c'est une tradition dans certains pays qui est annuelle, dans certains autres biannuelle. Et celle-là, c'est la 3e que nous tenons, qui permet donc au chef d'État de fixer les grandes orientations de son action diplomatique et de donner des instructions fermes à ses ambassadeurs. On a fait la première conférence en 1976, la deuxième en 2002 et du 23 au 27 avril dernier, nous avons fait la 3e conférence qui a été présidée par le chef d'État lui-même. Quel bilan faites-vous d'abord de la 2e conférence, il y a 13 ans de cela? Alors c'est également une très bonne question. La 2e conférence qui s'est déroulée en août 2002 a donné l'occasion aux ambassadeurs de recommander vivement pour pouvoir disposer d'un statut du corps diplomatique. Et en plus, a insisté sur le principe de la rotation, qui est un mode opératoire en vigueur au ministère des Affaires étrangères, qui impose un service alterné au département central et un autre service à l'étranger. Et ces 2 recommandations-là ont été actées depuis cette période. Et désormais, les diplomates disposent d'un statut qui a été donc promulgué en 2007. Et nous sommes extrêmement reconnaissants au chef de l'État d'avoir pris son décret d'application et de conférer ainsi aux diplomates un statut qui leur permet non seulement d'avoir donc des avantages dans leur corporation, mais qui leur impose aussi des droits et des devoirs. Excellence, vous l'avez dit, la 3e conférence a été ouverte donc par le chef de l'État. Pourquoi donc une prestation de serment des ambassadeurs devant le président avant leur départ à l'étranger? Alors, je vous remercie pour cette importante question, mais je voulais vous rassurer qu'il ne s'agit pas là de considérations politiciennes. Il s'est agi tout simplement d'acter une disposition contenue dans le statut du corps diplomatique qui fait obligation aux fonctionnaires qui embrassent la carrière diplomatique de prêter serment devant le drapeau et qui fait également obligation en son article 33 aux ambassadeurs en poste à l'étranger de prêter serment devant le chef de l'État. Et ce décret, comme je vous l'ai dit, a été signé en 2011 et il fallait mettre en place le dispositif qui permettait justement aux ambassadeurs de prêter serment. Cela a été chose faite et le ministre d'État a informé le président de la République
qui a souhaité donc qu'on puisse mettre en application ces dispositions. Il s'agit donc d'affirmer devant le chef de l'État son dévouement et sa loyauté, mais ça n'a rien de considération d'ordre politique. Et le thème retenu pour votre troisième conférence est donc la contribution de la réforme de l'outil diplomatique à la réalisation de l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Pourquoi ce thème? Est-ce parce que vous voulez coller à l'actualité? Alors, je vous remercie également pour la question. Comme vous le savez, le président de la République a prononcé une importante allocution en novembre 2012 devant le corps diplomatique, dans laquelle il a définitivement marqué l'ancrage de la diplomatie ivoirienne dans l'éco-diplomatie. Et en application de cette disposition, le ministre d'État a souhaité prendre les réformes nécessaires et permettre donc à lui-même et à ses ambassadeurs de venir devant le chef de l'État avec les outils qui permettent de mettre en application cette diplomatie économique. Donc depuis cette période, depuis 2 ans, il a mis en place des réformes audacieuses qui permettent justement aux ambassadeurs d'acter cette diplomatie économique. Et c'est ce qui a justifié le retard que nous avons pris pour tenir cette conférence. Mais le ministre d'État n'a pas souhaité faire cette conférence avant de pouvoir présenter au chef de l'État les outils de la réforme qui permettent d'acter cette diplomatie économique. C'est d'ailleurs pour cela que le thème de la conférence a porté sur la contribution de la réforme de l'outil diplomatique à la réalisation de l'émergence. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ces réformes? Alors, elles sont nombreuses, mais je voudrais parler de 3 réformes principales. La première, constat ayant été fait en 2011 des effectifs pléthoriques dans certaines ambassades, il a fallu d'abord prendre des réformes d'ordre structurel. Donc cette réforme a permis, dans le cadre des organigrammes fixés par ambassade et la classification des ambassades, de ramener les effectifs de 1300 à 885. Donc désormais, les ambassades sont normées, sont classifiées, et cela permet également d'engranger des bénéfices pour pouvoir permettre aux ambassades qui fonctionnent de fonctionner normalement et pouvoir permettre d'en créer d'autres. Et depuis cette réforme-là, justement, je suis heureux, madame, de vous annoncer que nous avons pu ouvrir une ambassade en Turquie, en Guinée équatoriale, et le gouvernement s'apprête à ouvrir une ambassade au Portugal et des consulats généraux en Chine, à Guangzhou et à New York. Donc cette réforme structurelle a été importante. La deuxième, c'était la création, un fait unique, du portail économique. Puisque nous sommes désormais chargés d'acter la diplomatie économique, il était bon que les diplomates disposent désormais de ce portail qui leur permet d'avoir sur un document, sur un écran, le portefeuille des projets gouvernementaux, les informations utiles sur les données économiques et commerciales de la Côte d'Ivoire pour permettre, dans leurs postes respectifs, de susciter des investissements pour leur pays. Et la troisième réforme, qui est extrêmement importante, c'est la carte diplomatique. Permettez, madame, que je m'attarde un temps soit peu sur la carte diplomatique. Avant cette réforme, le taux de couverture de la Côte d'Ivoire à l'étranger était de 42%. En faisant cette réforme, il s'agit donc d'étendre le niveau de la présence de la Côte d'Ivoire à l'étranger de 47 à 92%. Et si bien que depuis donc, les 2 années, depuis l'entrée en vigueur de cette réforme, la Côte d'Ivoire aujourd'hui est présente à l'étranger à un niveau de 92%, ce qui est extrêmement important. Et à cela s'ajoute un répertoire des missions diplomatiques qui permettent donc désormais à tous les Ivoiriens qui voyagent de savoir qu'à Madagascar, ils peuvent se rendre à Madagascar parce que désormais dans le répertoire, ils ont toutes les informations nécessaires. Et à titre d'exemple, notre ambassadeur à Pretoria, par exemple, ne couvre plus l'Afrique du Sud uniquement, mais sa juridiction s'étend désormais au Swaziland, au Lesotho jusqu'à Madagascar. Excellence. Donc, les kits qui ont été distribués aux ambassadeurs font aussi partie des réformes? Tout à fait. Tout à fait. C'est l'honneur revient au ministre d'État d'avoir conçu ces kits. Vous savez que dans la tradition diplomatique, lorsqu'un ambassadeur part en poste, il est reçu par le chef de l'État qui lui donne les instructions. Mais le ministre d'État a souhaité qu'on mette en place 2 kits. Le premier destiné aux ambassadeurs ivoiriens qui vont en poste, dans lequel ils auront désormais une lettre d'instruction du président de la République pour leur dire ce qu'il attend d'eux. Également des informations sur le portefeuille des projets gouvernementaux à financer, dont ils doivent rechercher des financements, parce que désormais, vous savez qu'ils sont des démarcheurs, des agents de développement du pays, et puis des différents codes miniers. Et ce kit-là est destiné donc aux ambassadeurs qui partent, mais le ministre d'État est allé également plus loin en créant un deuxième kit destiné aux ambassadeurs étrangers qui viennent dans notre pays, qui vont donc par cet outil avoir les informations utiles dans le cadre de leurs activités et notamment dans ce document.
Il y a donc le guide pratique à l'usage du corps diplomatique qui contient les us et coutumes en matière diplomatique et les privilèges et immunités auxquels on doit les diplomates dans notre pays. Excellence, nous avons fait un constat. La deuxième conférence avait mis en place un comité de suivi des recommandations et aujourd'hui, il a été mis en place un mécanisme de suivi. Quelle est la différence, comité de suivi, mécanisme de suivi? Alors, je vous remercie également pour cette question. Alors, le ministre d'État n'a pas souhaité mettre en place un comité de suivi, mais un mécanisme. Pourquoi? Parce que dans la carrière diplomatique, nous avons, comme je vous l'ai dit tantôt, ce service alterné au département central et à l'étranger. Donc, il a souhaité qu'on mette en place des structures. Le secrétariat général, le cabinet, la DRH, et ce qui permet donc, en cas de départ de ces hauts fonctionnaires, les personnes qui les remplacent continueront à assurer le suivi des résolutions qui ont découlé de la conférence des ambassadeurs. Donc, c'est la différence entre le comité, ce mécanisme, qui s'adresse à des structures, non pas des hommes qui sont appelés de par notre carrière à des déplacements fréquents à l'étranger. Et aujourd'hui, le ministère d'État, le ministère des Affaires étrangères met de plus en plus l'accent sur la diplomatie économique. Est-ce à dire que la diplomatie traditionnelle n'a plus sa place ou bien elle a échoué? Alors madame, tant qu'il y aura des conflits et tant que nous aurons des Ivoiriens à l'étranger dont nous devons assurer la défense, et tant qu'il y aura des négociations commerciales, les ambassades vont exister. Donc ces missions traditionnelles demeurent, mais le chef de l'État a souhaité qu'on y apporte une dimension supplémentaire, qui est la dimension économique, parce que la mission qui nous a assignée, c'est de faire de la Côte d'Ivoire l'une des premières puissances commerciales hors pétrole de Côte d'Ivoire, d'Afrique, et aussi un pays attractif pour les investissements directs étrangers. Donc ces fonctions traditionnelles de protection, de négociation demeurent, mais la dimension nouvelle qui nous a été assignée par le chef de l'État, c'est la dimension donc économique. La troisième conférence a aussi mis l'accent sur les questions sociales. Pourquoi, Excellence? Alors, madame, avant de répondre à cette question, vous me permettrez, au nom du ministre d'État, de remercier tous les ministres qui l'ont précédé à la tête de ce département. D'ailleurs, lui-même, dans son propos, les a salués. Mais lui, quand il prend fonction, il fait le constat de l'inexistence d'une véritable politique sociale au sein de la maison. Donc, en mettant en place ce comité de pilotage, il a souhaité que nous disposions désormais d'une caisse de prévoyance sociale, d'une assurance maladie, d'un centre de santé et d'une cantine. Et ce sont autant d'actes sociaux qui permettent justement à ses collaborateurs d'être dans de bonnes conditions de travail. Et nous sommes extrêmement reconnaissants au ministre d'État d'avoir envisagé ce volet social dans le plan de ces réformes qu'il a engagées. Quel bilan dressez-vous après ces assises? Alors, le bilan est extrêmement positif. Les ambassadeurs sont donc repartis dans leurs postes respectifs avec des orientations très claires qui leur ont été données par le chef de l'État en ce qui concerne le réchauffement climatique, le terrorisme et plusieurs dangers pour lesquels les ambassadeurs avaient besoin d'instructions claires. Mais le bilan le plus positif de cette conférence a été le fait que le chef de l'État a pris la décision de mettre fin aux difficultés que connaissent nos missions diplomatiques. Donc il a mis en place un comité présidé par le Premier ministre. Et durant la conférence, nous avons eu le plaisir de recevoir avec notre ministre d'État, le ministre du Budget, qui est venu donc faire un peu le tour des préoccupations des membres du corps diplomatique. Et sur instruction du chef de l'État, nos ambassadeurs bientôt vont voir tous les arriérés apurés et permettre à la Côte d'Ivoire de redorer son image qui a été ternie par ces difficultés de fonctionnement. À quand le prochain rendez-vous? Alors la prochaine conférence est à la discrétion du président de la République. Il nous a donné l'assurance qu'il va revenir à une régularité de cette conférence. Nous attendons donc ces instructions. Pour terminer, ambassadeur Excellence, pourquoi un Ivoirien, une fois à l'étranger, doit se présenter à son ambassade ou à son consulat? Alors pour répondre à cette question, je voudrais profiter de l'occasion pour remercier le ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur qui a tenu récemment un forum de la diaspora auquel on a participé et qui nous a donné l'occasion d'informer nos compatriotes que lorsqu'ils se déplacent, qu'ils vont à l'étranger et qu'ils ont la chance de disposer dans ce pays d'une ambassade ou d'un consulat, il faut qu'ils aient le réflexe de se déplacer spontanément pour se faire identifier, se faire immatriculer. Et il est bon que leurs responsables, puisque l'ambassadeur représente le chef de l'État, que les Ivoiriens soient recensés pour que demain, en cas de difficulté, l'ambassade sache où se trouve ce compatriote pour qu'on puisse lui porter secours et assistance. Donc on a profité de l'occasion et je saisis également votre antenne pour réitérer cet appel, pour inviter nos compatriotes à l'étranger d'avoir ce réflexe de se rendre à leurs ambassades ou au consulat de Côte d'Ivoire à l'étranger pour se faire connaître, se faire recenser, pour que leur pays puisse assurer leur protection en cas de difficulté.
Merci, Excellence, d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes l'ambassadeur Claude Béké-Dassis, secrétaire général du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères et président du comité d'organisation de la 3e conférence des ambassadeurs. Avec vous, nous avons fait le bilan de cette grande rencontre. Merci pour toutes les informations. Merci, madame. Et sachez, pour terminer, que la visite d'État dans le district du Denguélé a pris fin ce matin à Odiéné par le grand meeting du président. Nous y reviendrons largement dans notre édition de 20h. Ainsi s'achève ce 13h supervisé par Lassine Fofana. Merci de votre fidélité.